Bien, donc, avant de commencer ce conseil municipal, en communication, tout d'abord, merci d'être là pour ce conseil municipal qui sera essentiellement consacré au débat d'orientation budgétaire. Et avant ça, donc bien sûr, je vais passer au présent et aux procurations. Alors, sont absents ayant donné procuration, Monsieur Letellier à Madame Becker. On lui souhaite bon rétablissement, Alain. Voilà, il est un peu comme beaucoup, hein, il passe par... oui, avant, ouais, un peu. Voilà. Madame Annika Beka à Madame Muller, Monsieur Wojciechowski à Monsieur Atmania, Madame Pili à Madame Stelmazik. Et sont également absents, excusez, Madame Nassiri et Monsieur Chalal. Bien. Alors, avant de débuter ce conseil municipal, je souhaite que nous marquions une minute de silence. Donc, vous savez, M. François Arter est décédé le 19 février dernier à l'âge de 91 ans. Donc, Monsieur Arter, je pense qu'on a quelques minutes en son hommage. Donc, M. Arter était maire de la ville de 1977 à 2001. Il était un des grands bâtisseurs de notre ville, un humaniste de conviction qui marquera son histoire à jamais. Il représentait ce type de maire notable, omniprésent dans l'administration de la cité et qui gérait sa ville en bon père de famille, en léguant à son successeur une situation financière des meilleures. Son immense œuvre qui transformera profondément notre ville de 1977 donc à 2001. Quelques réalisations, je pense qu'il faut, on a un petit peu, il faut se rappeler ce qu'il a fait, hein, on n'est que de passage et on laisse une marque par ce qu'on était et par ce qu'on a fait. Donc c'est quelques réalisations. La réhabilitation et la rénovation de quartier de la ville, quartier au pluriel bien sûr, notamment celui du Vennec de 81 à 86. La construction de gymnases également au pluriel, de salles polyculturelles, des quartiers Jeanne d'Arc, les infrastructures de la carrière sportive comme le COSEC où on est aujourd'hui, le réaménagement et l'urbanisation de 1980-93 du centre-ville grâce au GIRZOM, la nouvelle gare routière achevée en 83, début des travaux de réalisation du Langaker pour le développement d'un nouveau quartier. Dans le cadre du projet de l'Université 2000, il obtient l'installation et la construction de l'IUT de chimie, inaugurée le 5 novembre 1994, avec une résidence et un restaurant universitaire ouvert en 1996. Il a également créé le pôle de plasturgie. Il y a la création de l'Office du tourisme en 1984, la construction d'un centre d'action culturelle inauguré le 25 janvier 1986, la construction de la structure de l'Agora et l'extension de la caserne des pompiers. Il renforça l'amitié franco-américaine par la signature le 30 juin 1994 d'une charte de jumelage avec Fayetteville, en Caroline du Nord. Européen convaincu, il développa l'amitié franco-allemande avec Dudweiler, ville sarroise avec qui on est jumelé depuis 1964. Voilà. Monsieur Arter, si on peut dire, François, merci pour tout ce que tu as fait. Et en ton hommage, on se lève et on marquera une minute de silence. Merci. Alors, point numéro 1, avec le commissariat et un avenant au bail. Donc c'est bien sûr la prise en main des locaux, l'installation de la police nationale dans le nouveau commissariat au rue Mongin. Monsieur Lirim, vous avez la parole. Merci Monsieur le maire. Je voudrais aussi juste personnellement rendre hommage à Monsieur Arter,
puisque lorsque je suis arrivé avec mes parents en France, c'était le maire de la ville de Saint-Avold qui nous a ouvert ses bras, et je tiens à le remercier. Comme vous avez dit, monsieur le maire, on laisse des traces, et le commissariat de police, ça sera une trace de monsieur Steiner et de son équipe. La ville de Saint-Avold a acquis en 2017 des locaux à l'état brut, au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété 23 rue Mongin, afin d'y permettre le transfert du commissariat de police dont les locaux étaient situés au 7 rue Foch, n'étaient plus adaptés au service. Dans cette optique, un bail a été conclu avec l'État le 14 février 2018 pour une durée de 9 ans. Il était contractuellement prévu que ce bail prendrait effet lorsque les locaux mis à disposition auraient été complètement cloisonnés et aménagés par la ville, conformément à un cahier de charges établi par le SGAMI Est. Ces travaux étant à présent achevés, il y a lieu désormais de constater par voie d'avenant numéro 1 la prise d'effet du bail. D'un commun accord avec les services de l'État, cette date a été arrêtée au 1er janvier 2022. Pour rappel, le montant du loyer annuel s'élève à 120 000 € et les provisions à valoir sur le montant annuel des charges à 2 000 €. En vertu de ce qui est exposé, vos commissions de logement et des finances vous proposent d'entériner les modalités de l'avenant numéro 1 annexé et d'autoriser monsieur le maire à comparaître à sa signature. Si vous avez des questions, des remarques. Monsieur Atmania. Pardon. Oui, merci. Alors, je m'associe bien évidemment également à l'hommage que vous avez rendu et que nous avons rendu collectivement à François Artet. Et je pense qu'on le remercie ici tous pour l'engagement qu'il a pu avoir pour sa ville. Alors, par rapport au commissariat, moi j'ai une remarque et deux questions. Alors, par rapport à ce que tu disais, Humit, hein, à qui attribuer la réussite ou la réalisation, je ne m'étendrai pas, je souligne juste que voilà, le bail a été signé ou prévu le 14 février 2018. Bon, point. Les questions que j'avais, c'était simplement de savoir la durée minimale de ce bail et les modalités de reconduction. Si vous pouvez juste me les rappeler, me les éclairer, parce que c'est vrai qu'on a eu un petit sujet là-dessus, à se dire, ben, c'est vrai que l'investissement est conséquent, hein, plus de 3 millions d'euros, et le loyer aussi est conséquent, mais combien d'années le ministère de l'Intérieur s'est engagé sur cette location et comment se passeront la reconduction de ce bail? Merci, monsieur Atmania. Alors, oui, le bail, effectivement, a été signé en 2018, mais les travaux ont été engagés en 2020, fin 2020. Concernant le bail, donc normalement, le bail est signé pour 10 ans. Bien sûr, vous savez qu'une fois que le commissariat est installé, ce n'est pas pour 10 ans, mais c'est reconductible. Voilà. Tacite reconduction. Avec tacite reconduction, bien sûr. Pas d'autres questions, pas d'autres remarques? Alors je soumets au vote. Qui s'abstient? Qui s'oppose? Merci. Merci Humit. Point numéro 2, avec l'actualisation du tableau des effectifs. Madame Guérin, vous avez la parole. Merci Monsieur le maire. Alors le maire informe l'Assemblée. Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, selon lequel les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Considérant la réussite au concours d'attaché, le tableau des effectifs doit être modifié. Considérant la mutation externe à venir d'un responsable des finances, lauréat du concours d'attaché, considérant la liste d'aptitude des agents de catégorie A du centre de gestion de la Moselle, considérant la nécessité d'ajuster le volume horaire d'un agent en CDI,
Donc voici les changements qui ont été procédés. Donc 2 créations de postes au niveau de la filière administrative, donc d'attachés titulaires à temps complet, et une création d'un poste d'adjoint technique non titulaire à 28 heures pour la filière technique. Considérant que les crédits sont prévus au budget primitif de la commune, chapitre 012, charges de personnel et frais assimilés, il est proposé au conseil municipal d'adapter ce tableau en fonction de ceux qui précèdent. S'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, passez au vote. Monsieur Atmani. Oui, merci. Alors, moi, je voudrais juste féliciter les agents, puisqu'ils sont lauréats des concours, et puis un concours de catégorie A, c'est assez costaud, donc je leur adresse mes sincères félicitations, et je suis heureux aussi de voir que des agents de chez nous passent des concours et se forment. Je pense qu'il faut toujours donner cette possibilité à nos agents en interne, et dès que c'est possible, les encourager à le faire, plutôt que de recruter vers l'extérieur. La seule question, c'est, donc puisqu'il y a un agent qui est lauréat du concours de A, je suppose que la fermeture de son poste précédent de B est prévue prochainement. Et donc, il y a encore des agents qui ont eu le concours B, donc on verra, dans un deuxième temps, vous aurez là le complément. Ok. Et juste, du coup, on en avait parlé rapidement au dernier conseil municipal, mais ça serait bien de façon régulière d'avoir un organigramme, une organisation des services quand on a des changements de poste ou des actualisations de statut des agents. Voilà. Merci. C'est noté. Donc qui s'abstient et qui est contre? Merci Madame Guérin. Point suivant, point numéro 3, donc avec Ardent du Pic. Le projet d'éco-quartier, de nouveau quartier à Mons, la première phase, mais qui était déjà engagée, eh bien, elle va se concrétiser. Les travaux se termineront normalement, s'il n'y a pas encore de soucis, de problèmes de réapprovisionnement de matières premières, pour le mois de novembre de cette année. Et donc, il faut déjà dès à présent nommer ce quartier, nommer cette rue, afin que Unisanté puisse déjà déclarer une adresse à leur nouvel établissement. Monsieur le Premier adjoint, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Compte tenu de la nécessité d'allouer une adresse à l'EHPAD Chic Unisanté Plus, qui va être érigé au quartier Ardent du Pic, il convient d'en dénommer préalablement la voirie interne. Considérant le caractère historique et le passé militaire du site, il vous est proposé de la dénommer quartier Ardent du Pic. En fonction de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer comme suit. Le conseil municipal, vu l'article 2541-12 alinéa 7 du Code général des collectivités territoriales, donc il faut que je soumette d'abord au vote, qui s'oppose, qui s'abstient, merci. Donc de nommer la voirie susvisée quartier Ardent du Pic. Merci. Voilà. Ouais. Merci, Monsieur Ildirim. Alors, le point qui nous intéresse, pas comme les autres bien sûr, mais qui est important dans une année budgétaire, le budget est en pleine élaboration, mais il faut bien entendu passer par un DOB, un débat d'orientation budgétaire, qui lui va orienter l'élaboration de notre budget qui est en cours. Donc je vous le rappelle qu'on a changé un petit peu le calendrier par des votes du conseil du CA, du compte administratif, je cherchais, du compte administratif, il sera voté avant le budget. Les années précédentes, et toutes les années précédentes, il me semble, il a été voté au mois de juin. Donc pour qu'on soit au plus juste avec notre budget, le service des finances, et je les en remercie, ont fait un effort pour que le compte administratif soit terminé. Donc il est en cours de finalisation, je pense. Il reste encore des ajustements à faire. Et on votera d'ici un mois ce compte administratif. Donc, alors c'est comme ça, dans un débat d'orientation budgétaire, il y a un préambule, il y a un contexte général, mondial, européen,
on ne va pas trop peut-être s'attarder, mais je pense que dans le contexte mondial, je pense que le peuple ukrainien, on voit ce qui se passe, ce qui a démarré aujourd'hui, ce qu'il subit aujourd'hui. C'est triste pour ce peuple-là, mais ça va avoir un impact, je pense, sur le monde, sur l'Europe, sur la France. Et notamment sur quelque chose qui est déjà amorcé depuis longtemps. Hein. Le président russe fait un peu la pluie et le beau temps avec le gaz, avec l'énergie. Et si on a aujourd'hui une augmentation de nos énergies, quelle qu'elle soit, eh bien ça vient en grande partie de là. Donc dans le contexte mondial et européen, il faudra dans notre budget, il va falloir prendre en compte cette augmentation de nos énergies et ajuster nos lignes comptables en conséquence. Alors il est vrai que, et on l'a vu, l'impact aussi du Covid, hein. L'impact du Covid en France, ça a eu, et on l'a vu au commissariat avec les retards des chantiers. Je sais qu'il y a d'autres retards sur d'autres chantiers, même sur nos voiries, même si ça se voit peut-être pas, mais on a dû de retard sur certains travaux où on a dû attendre des pièces. Alors, il y a évidemment le gouvernement français qui met en place des grands plans d'investissement, et notamment jusqu'en 2030, avec 30 milliards qui devraient être déboursés pour booster un petit peu notre économie, notre industrie. Et également, et à travers ça, nous aider à travers nos projets, mais on en reviendra un peu plus tard. Alors, je pense que ce qui est important, c'est de venir rapidement à la situation de notre ville. Et je vous propose d'aller directement à la page numéro 8 avec la situation financière et l'évolution de nos dépenses jusqu'à l'année 2021. Donc de 2015 à 2021, vous verrez, vous constaterez que nos dépenses en ces 2 dernières années, et notamment l'année 2021, a été déterminante et sera déterminante les efforts qu'on a fait dans les années à venir. Donc vous pouvez constater que les dépenses ont diminué. Hein, si je prends une année de référence alors je dis référence parce que cette année, c'était l'année 2019, donc avant Covid. Hein, on se base un petit peu sur cette année-là. Les dépenses étaient de 25 380 000 euros. Et si je prends l'année 2020, sont de 23 150 000 euros. Donc vous voyez qu'il y a une nette diminution de nos dépenses. Donc si on regarde un petit peu quel poste sur lequel il y a eu un impact, hein, vous verrez bien que sur le poste de la charge du personnel et assimilé, il y a eu une nette diminution. C'est dû à un nombre de points, un certain nombre de projets qu'on a, de réformes qu'on a engendrées, hein, notamment un petit peu la maîtrise, on n'y est pas encore au bout, mais pratiquement des heures supplémentaires. Un petit peu d'un certain nombre d'astreintes qu'on a jugées inutiles, un certain nombre de contrats qu'on n'a pas reconduits, de contrats, lorsqu'on est arrivé, il y avait un certain nombre de contrats de faits juste avant l'été 2020, et donc dès qu'ils se sont terminés, on ne les a pas renouvelés, et donc on arrive à une bonne réduction de la masse salariale. Ce qui est frappant, donc on est dans les ratios, si vous regardez en dessous les ratios, on est quand même encore en 2020 à 55% de notre budget, mais à 55% d'un budget qui est nettement inférieur. Donc, alors qu'en 2019, on était à 54,8%. Oui, on a encore des efforts à faire, hein, mais on a encore des efforts à faire, et ce qui est important, c'est de continuer nos efforts et de faire en sorte de recourir le moins possible à l'emprunt et de dégager un excédent pour faire les investissements dont on n'a pas tant besoin. Voilà. Alors, sur nos dépenses, je pense qu'il est important de rappeler un petit peu des choses. Alors, je vais le dire avec mes mots, tout simplement. Dans nos dépenses, dans un certain nombre de charges, eh bien, on a payé les factures, mais on n'a rien fait. Quand je dis qu'on n'a rien fait, c'est qu'on a payé les factures qui n'étaient pas liées à des emprunts et à des travaux qui ont été faits, puis peut-être décalés dans le remboursement, mais on a payé des factures
qu'on a découvert au fil de l'eau. Au fil de l'eau, c'est-à-dire jusqu'en 2021. Et donc, vous voyez, il y a un tableau en dessous là qui reprend un peu, mais et je reprends encore une fois la charge de personnel. Vous voyez qu'on a fait quand même une économie de 940 000 €. C'est pas rien, c'est pas rien. Et ça va nous permettre de payer un certain nombre de factures sans les travaux et dégager un excédent de fonctionnement. Pour information, encore tout à l'heure, en regardant avec Mme Schweitzer le budget 2022 de la culture, je vois sur le prévisionnel des dépenses, je vois Miss France 2019, 14 000 €. Je dis, mais vous avez dû l'oublier. C'est un copier-coller, hein, ça arrive, vous avez dû l'oublier. Il me dit, mais non, monsieur le maire, c'est pas ça. C'est que la venue de Miss France 2019 n'est toujours pas payée. 14 000 €. Et on me dit, quand on est arrivé, alors pour ceux qui ont un petit peu suivi, c'est le RL toujours qui manage ça, donc la facture va au RL. Là. Et on dit, mais l'année dernière, quand on est arrivé, on avait 30 000 € d'un certain nombre de prestations et d'événements qui n'ont pas été réglés au Républicain Lorrain. Donc on a réglé une partie, il reste encore, sur cette année, 14 000 € à régler. Miss France 2019. Vous voyez, donc vous voyez dans le tableau que vous voyez, donc des factures de la cave Saint-Vincent, des factures de 2018 à 2019 pour 25 000 €, des factures de fleurs pour 7 000 €. Je vous rappelle quand même, Energis, on a un moratoire, donc pour cette année, c'est 262 000 €, c'est bien ça, Pascal? Hein, et également, alors une grosse dette qui nous reste, hein, c'est les travaux publics, hein, l'entreprise BATITP qui avait des factures un petit peu sous le coude, où on lui a demandé de tempérer pour un montant de 434 000 €. Voilà. Et il nous reste encore donc un solde de 397 000 € à régler en 2022. Donc vous voyez, on a dépensé un certain nombre, on a dépensé notre budget, mais on assume ce qui s'est passé avant. On assume parce que derrière il y a des entreprises, il y a de l'emploi, il y a de l'économie. Donc ça vient au détriment des urgences qu'on a à faire, des routes qu'on n'a pas réussi à faire, des bâtiments qu'on n'a pas réussi à réparer, des écoles qu'on n'a pas réussi à sécuriser. Mais bon, l'adjoint aux finances, Pascal Lauer, me dit qu'on aura encore une année difficile 2023 et que pour 2022, on est bien plus optimiste. Hein, c'est bien ça. Alors, pour nos recettes, on a eu en 2020 la mauvaise surprise d'avoir, donc vous voyez nos recettes, si je prends encore une fois le total entre 2019 et 2021, en 2019 on avait pratiquement 28 millions de recettes, en 2020 on avait donc 24 millions, ça a bien chuté, et on est à nouveau en 2021 à 28 784 000 €. Alors cette différence, cette diminution en 2020 s'explique essentiellement par la diminution de l'attribution de compensation qui nous vient de la CASAS, où ils nous avaient un petit peu brutalement, hein, et on n'était pas la seule ville, diminué cette attribution d'un montant de 1,3 million. Qui nous ont à nouveau, ils ont revu leur position et donc ils rétablissent la situation de 2019, on aura la même compensation au total. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait... Alors il y a une augmentation aussi c'est les impôts et les taxes. Et bon, c'est pas que les impôts, mais on a dû, devant la situation que je vous expliquais un petit peu tout à l'heure sur les encours à payer, on a été forcé, il y a contre-cœur, encore une fois, d'augmenter nos impôts. Mais il y a également une augmentation qui nous vient d'un déquilibrage tout n'est pas que de cette augmentation, mais il y a bien des transferts de la modification de la taxe d'habitation et de la compensation de la part du département qui revient à la ville. En résumé, c'est ça. Il y a des glissements budgétaires qui sont faits. Alors, on en vient. Ouais, donc vous avez un petit peu l'explication hein, derrière à la page 11. Hein, donc c'est la réforme fiscale et la taxe d'habitation et les transferts de la part de la compensation de la part du département. En ce qui concerne les dépenses d'investissement,
Alors, dans notre budget, pour parler de nos dépenses d'investissement, et on le verra sur des ratios tout à l'heure, on a été un petit peu alerté lorsqu'on a eu une étude après le bilan 2020 sur notre situation financière et notre capacité d'emprunter. Je vous avoue qu'on a eu du mal en 2021 à trouver une banque qui nous fasse encore confiance. On a après un long temps de négociation et de relance, trouver une banque qui veut bien nous accompagner. Ce qu'on s'est dit, il faut redonner confiance, il faut redonner à notre ville une image de gestion saine, et l'effort qu'on a fait en 2021 nous permet de le montrer. Nous permet de le montrer et d'envisager le fait qu'on essaye, si on peut, de ne pas recourir à l'emprunt pour l'année 2022. Monsieur Lauer, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais simplement dire que par rapport à l'emprunt... Attends, le micro, il arrive. Ouais. C'est important. Merci. Oui, merci. Par rapport à l'emprunt, en fait, le fait de ne pas l'obtenir tout de suite après le vote du BP 2021, il nous a mis dans le retard de l'ensemble des travaux qui avaient été programmés et qu'on a uniquement pu démarrer donc, après les grandes vacances, il me semble que c'était septembre, octobre. Octobre. Hein, donc très important de le préciser parce qu'on pourrait croire que on avait peut-être les 2,5 millions d'emprunts déjà au mois d'avril, alors que en fait, c'était absolument pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce qui a effectivement repoussé, et on a la chance que la météo était avec nous, puisque une fois qu'on a les emprunts, on est sûr d'avoir le financement, on lance les appels d'offres, les marchés publics, et le temps d'avoir les réponses et de planifier les travaux. Vous avez vu que nos travaux de voirie ont pris du retard, et ça a été fait au mois de novembre, décembre. Hein. Et donc avec la météo, on a bien eu de la chance qu'on a pu faire ça encore en 2021. En fait, ça a retardé tout le processus d'investissement. Ok. Donc, nos dépenses réelles donc nos vrais travaux, nos vraies dépenses ont été de 3 329 000, alors que l'année dernière, on a investi beaucoup moins, et qu'en 2019, toujours l'année de référence, on était à 3 400 000. Donc, on retrouve un petit peu un niveau d'investissement où on peut, malheureusement l'année dernière on n'a pas fait grand chose, mais ça nous permet un petit peu d'avoir fait le minimum. Alors quand je dis c'est vraiment le minimum, on a fait quelques routes où c'était nécessaire de refaire la chaussée complète et quelques routes où on a fait des réfections. On a également fait des travaux dans nos écoles, dans nos bâtiments, et uniquement on s'est attaché aux plus urgents. Alors, venons un petit peu alors. Alors, on a l'évolution donc des recettes réelles d'investissement. Donc vous voyez que pour 2021, donc vous voyez bien qu'on a eu cet emprunt de 2,5 millions, mais Pascal Lauer le disait, on n'a pas dépensé la totalité, c'est puisqu'on a été pris par le temps. Et je crois qu'il y a peut-être encore des factures qui vont arriver, on a encore des choses en cours, des reports qui seront signalés. Donc les recettes, je pense que l'année, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'on va pouvoir avoir en excédent pour faire davantage d'investissements et rentrer dans notre programme pluriannuel de travaux qu'on souhaite mettre en place, ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Il y a également lorsque vous voyez, si on prend la page 14, avec la structure de la dette, donc vous voyez les dettes, je prends toujours l'année de référence, l'année 2019, avec une dette, donc ça c'est bien la dette connue, c'est les emprunts qu'on a. Donc en 2019, 21 400 000, en 2020, 20 790 000, et en 2021, 20 629 000. Donc vous voyez qu'on a légèrement amorcé une baisse de notre dette. On a amorcé une baisse de notre dette et les efforts qui ont été consentis en 2021 nous permettent de faire
de faire un excédent dans une épargne brute de plus de 4,8 millions, alors qu'en 2020, on avait un excédent d'1,1 million. Moi, sur mon tableau, j'ai 4,8 millions. Excédent. Épargne gestion courante. Oui, la gestion courante. Oui, c'est ça. 4,8 millions. Donc vous voyez, cet effort a permis de changer un certain nombre de ratios et de redonner confiance, je l'espère, aux banques hein, le jour où on les sollicitera. Donc je parle des ratios et là ça change tout. Hein, si vous prenez la page suivante sur la capacité de désendettement, donc il y a un ratio hein, qui est alors l'explication est liée, hein, c'est la part d'épargne brute qu'on consacre donc bien à l'investissement, et si on prend ce montant-là, et on se dit en combien d'années avec ce montant-là on peut rembourser la dette. Donc aujourd'hui avec ces 4 millions et quelques, hein, le ratio, le nombre d'années est 4 années 44, alors qu'en 2022, le nombre d'années était de 28 années 17. Donc vous voyez, ça change tout. Vous voyez le tableau, je reprends rapidement de 2015, donc ce ratio de désendettement, en 2015 il était de 10 ans, 2016 de 16 ans, 2017 de 14 ans, 2018 de 8 ans, 2019 de 9 ans et 2020 de 28 ans. Et avec les efforts, et je remercie encore l'ensemble des services, en 2021 on est passé à 4 ans, 4,5 années désendettement. Donc c'est un signal fort, hein, c'est un signal fort d'une gestion saine, hein, puisque notre première année complète de gestion, c'était bien l'année 2020, avec tout ce qu'on a encore à supporter. Bon, je ne vais pas m'étendre dessus. Donc voilà. Vous aurez noté également qu'il y avait une petite erreur, si vous l'avez noté, il y a dans le petit total que vous avez en bas en rouge, hein, il y a une petite erreur, mais vous l'aurez noté, hein, c'est simplement une erreur de retranscription. Bien. Point important également, évidemment, c'est le personnel. Le personnel, alors vous avez le tableau des effectifs. Alors, n'est pas joint, mais si vous avez des questions, s'il faut se comparer, il faut toujours se comparer avec une année et voir un petit peu l'évolution des effectifs. S'il y avait des questions, je pourrais y répondre. Donc, vous voyez bien que en nombre total de fonctionnaires, nous avons 251 fonctionnaires et 73 contractuels. Et également des contractuels non permanents pour 3. Ce qui nous fait au total en équivalent temps plein de 296,3 agents équivalent temps plein. Vous avez la répartition en dessous. Ce qui est intéressant peut-être, je vais prendre, on aurait dû le mettre, si vous regardez, les catégories A en administratif, en date du 31/12/2021, il y en a 8. En date du 31/12/2020, il y en avait 4. Donc on est bien en train de se restructurer et de mettre des compétences et de la qualification là où il faut. L'encadrement est vraiment important, donc on a fait un effort. On a fait un effort de ce côté-là. J'anticipe un petit peu les questions et donc je disais qu'en équivalent ETP, à la fin de l'année 2021, on était à 296. On a fait un certain nombre d'embauches. On a fait des transferts d'emplois hein, en interne. Certains postes n'ont pas été, certains départs en retraite n'ont pas été renouvelés. Et donc pour 2020, hein, par exemple, le nombre d'équivalents ETP était de 301. Donc il y a une petite diminution, mais là encore c'est comme la dette, vous voyez, à un moment donné, il faut du temps, mais à un moment donné, une gestion saine, eh bien on voit ses conséquences. Alors, la pyramide des âges, donc vous avez la pyramide des âges, c'est toujours important. C'est toujours important et on a un gros chantier de ce côté-là à la RH. Hein.
c'est la GPEG, hein. Il faut la mettre en place parce qu'il faut anticiper nos départs en retraite et certaines compétences et certains personnels vont faire valoir leur départ à la retraite en 2021 et en 2022, mais il faut entre 6 et 8 mois parfois à ce qu'il y ait un tuilage entre son remplaçant et la personne encore en place. Hein, le transfert de compétences sur certains métiers, c'est pas simple. Les heures supplémentaires, je vous en ai parlé un petit peu. Donc vous voyez bien que on a fait des efforts. Il y a une grosse maîtrise sur les heures supplémentaires. Sur les perspectives budgétaires 2022, c'est ce qui nous intéresse. Hein, alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, on revient à une compensation de la part de l'agglomération, hein, comme 2019, ce qui nous permet d'envisager éventuellement, mais c'est notre objectif, de ne pas recourir à un emprunt et d'engager un certain nombre de dépenses prioritaires dans les grands chantiers. Donc les grands chantiers sont bien entendu les charges du personnel qu'il faut diminuer, la recherche de nouvelles sources de financement avec des partenaires innovants. Le mot innovant, on va le retrouver. En fait, l'innovant, c'est un peu un clin d'œil. Il faut qu'on ait l'habitude. Alors je dis de l'habitude parce qu'une habitude, ça se prend, hein, mais ça doit pas être une habitude d'aller chercher l'argent là où il est. Ça n'a pas toujours été fait, ou peut-être pour dire ça a pratiquement jamais été fait. Donc il faut aller chercher tous les dispositifs en place. Je fais une petite parenthèse sur par exemple, on a délibéré sur la rénovation de notre cantine scolaire à Auderfond. On avait envisagé un projet de 500 000 € à peu près. Et en y regardant, donc c'est une rénovation, puisqu'on n'est plus aux normes du tout depuis très longtemps. On a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, et puis on peut être fermé assez rapidement. Et je pense que les services sont encore bien indulgents. Hein. Les services de l'État sont encore bien indulgents. Et ils sont encore indulgents parce qu'ils savent qu'on va le faire. Donc on s'était engagé à rapidement faire des travaux. Et lorsque nos services techniques et les personnes avec compétences qu'on a engagées, ils nous disent « Mais monsieur le maire, on peut peut-être faire mieux ». Alors peut-être faire mieux, c'est faire en sorte de faire un projet innovant, neuf, avec une cuisine centrale, on fait des économies d'échelle, une cuisine centrale, un bâtiment tout neuf sur le même site. On va certainement dépenser les 2 millions d'euros de coûts, mais on peut avoir une subvention de 80%. Donc entre une subvention de 80% sur 2 millions d'euros et pratiquement payer la totalité pour 500 000 €, vous comprenez bien que le choix est vite fait pour notre jeunesse. Bien, on va consacrer l'année 2022 à l'élaboration du projet. Un budget sera consacré au bureau d'études. Et également nos services vont mettre en place des dossiers de demande de subvention là où il faut dans chaque classe. On a des demandes de subvention qui nous viennent du fait qu'on passe au bio, qu'on rentre dans un certain nombre de règles, dans la modernisation, dans les dépenses d'énergie, on a des volets, par la décile, enfin, on a un certain nombre de volets actionnés pour qu'on ait 80% de financement. Et ces 80% de financement, donc ces 20% qui restent seront étalés sur un plan pluriannuel de 2 ans, donc 2023 et 2024, ce qui correspond également à la réalisation des travaux. On répartira ce coût sur ces 2 années budgétaires-là. Il y a également l'optimisation continuelle de notre patrimoine et donc ces investissements à la rénovation de nos bâtiments. J'ai récemment reçu un courrier signé, je crois, par l'ensemble des gens qui pratiquent un sport dans un de nos gymnases. Ils me disent « Monsieur le maire,
On a une activité qui représente bien la ville, on est à un niveau qui va bien, mais on a des installations, en hiver il fait 11 degrés. On n'a pas assez de place pour mettre notre matériel, ça fait une manutention. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas quelque chose de mieux pour nous? Eh bien, j'aimerais bien leur donner, mais comme je disais, on ne peut partager que ce qu'on a. Donc je pense qu'on est tous patients. Il faut que les choses soient faites les unes après les autres, mais je demanderai aux associations d'être patients. On va partir sur un programme pluriannuel de nos réflexions, de nos voiries, mais également de nos bâtiments. Bien entendu, on va inscrire des dépenses sur la modernisation de nos services et par le renouvellement rendu incontournable dû à l'obsolescence de certains composants et de réseaux. Dans l'informatique, on a de gros efforts encore à faire. Il faudra bien qu'on se penche également sur la possibilité pour les agents du télétravail. Mais mettre en place le télétravail, ça nécessite de mettre en place des infrastructures de sécurité. Donc là également, il y aura des efforts à faire et de l'investissement à faire. Donc il y a la mise en œuvre, donc notre fameux projet Cœur de Ville. Tu veux rajouter quelque chose, Pascal? Oui. Oui, en fait, je voulais juste préciser que pour les infrastructures informatiques, en fait, il y a un déblocage pour la ville de 90 000 € de l'ANSSI. Hein, par rapport à notre... À la sécurité. Oui, en fait, dans l'installation des infrastructures cybersécurité pour 2022-2023. OK. Ah. Donc on a toutes nos actions en Cœur de Ville. Le Cœur de Ville a financé un certain nombre de signalétiques. Bon, Alain Letillier n'est pas là, mais ils pourront nous en parler, parce qu'il je veux dire, il est à cœur et âme consacré à Cœur de Ville, hein, Myrna, et il est incollable. Donc on a mis en place un certain nombre de mesures qu'il faut aider. Donc on a également des projets, donc je le parlais tout à l'heure, nous donnons des finances de la part de l'État. Donc j'en ai parlé, la rénovation thermique, énergétique, le développement des énergies renouvelables. Là on travaille en concertation avec Énergis sur une étude qui se finalise là, et maintenant c'est une étude qui se finalise là, et on va bientôt voir fleurir des panneaux photovoltaïques sur un certain nombre de nos bâtiments communaux. Il y a 7 sites. Hein, donc, voilà. Et également, donc, continuer notre réflexion, et donc le budget ardent du PIC sera ajusté en conséquence. Hein, c'est un budget annexe pour pouvoir financer les études. Je vous rappelle rapidement, sur ardent du PIC, on devrait savoir d'ici 1 an. Hein, aujourd'hui, les études sont en cours par 2 agences, une qui est Matec et l'autre qui est Laguram. Ils se complètent, une complète l'autre. Laguram, je me trompe toujours, Laguram termine là, et Matec va reprendre le relais. Et il y a également, bien sûr, un relais environnemental, et on saura d'ici 1 an exactement tous les détails de notre projet. Hein, je résume, ce qu'on veut, comment on le veut, et avec qui, et comment il sera financé. Et j'en arrive donc bien sûr à la conclusion. Bon, je pense que j'ai déjà parlé un petit peu des... Alors, quand on voit les recherches de financement innovants, hein, j'en parlais tout à l'heure, hein, c'est un petit peu un clin d'œil, mais allons chercher l'argent là où on peut l'avoir, c'est indispensable. Il y a des villes il y a certaines villes le font bien depuis longtemps et développent leur infrastructure. On a du retard, on a beaucoup de retard, et c'est à nous de mettre tout en œuvre, et on est là pour ça, on s'est engagé pour ça, et on le fera. Et donc, bien sûr, il y a le gros chantier qui va prendre des années, donc c'est notre centre-ville, notre cœur de ville, et la requalification de l'urbanisme, et la réurbanisation de notre centre-ville, avec le gros projet qui est bien sûr, et on aura peut-être de bonnes nouvelles dans pas longtemps, avec ce marché couvert, et cette friche Peugeot avec ce quartier, avec ce marché couvert qui avance bien. Peut-être pas comme dans le sens où on le voudrait, mais peut-être mieux encore. Et cette friche Peugeot
où ça avance aussi, hein, ça n'a pas l'air, ça bouge pas sur place, mais on a voté un partenariat, un portage avec l'EPF du Grand Est, et donc l'EPF a acquis, entre guillemets pour nous, l'ensemble du site. Et les études, donc les études de sol, les études de pollution, les études de bâtiments pour les démolitions sont en cours, et d'ici 2023, parce qu'il y a les marchés publics derrière, il y a un certain nombre de délais. Ça va pas assez vite pour moi, mais on me dit, mais oui, les délais sont comme ça en France. Hein, la France est compliquée, elle est administrative, et on ne peut pas aller plus vite que ça, mais on devrait voir la démolition arriver de tout cet ancien garage en 2023. Et en parallèle de ça, bien sûr, on travaille sur le projet, avec nos partenaires, sur le projet qui sera mis en place sur ce quartier-là. Bien, j'espère avoir pas été trop brouillon un petit peu dans ces explications, donc de notre situation et un petit peu de ce qu'on souhaite, pour notre année 2022. Quelles sont nos priorités? Et je le répète encore une fois, c'est nos bâtiments, nos écoles, nos routes. J'entends très très souvent, Monsieur le maire, faites quelque chose, nos routes, il y a des trous. Ben, les ateliers font. On a eu un programme, on aurait aimé faire un peu plus, mais on a été pris, et M. Lauer l'a expliqué tout à l'heure, pourquoi on n'a pas pu tout réaliser. Mais on a un programme pluriannuel qui a commencé en 2021 et qu'on va continuer, et qui est élaboré en fonction des priorités, des urgences de sécurité que nous fixent nos services techniques. Voilà, donc le débat est ouvert, je peux répondre à vos questions ou les personnes qui souhaitent compléter. Le débat est ouvert. Mais avec plaisir, M. Atmania. Merci. Oui, je crois que nos échanges sont de plus en plus plaisants, et c'est pour le mieux. Alors, Monsieur le maire, moi je vais revenir d'abord sur la forme. Parce qu'un débat d'orientation budgétaire, c'est d'abord un exercice qui est codifié, hein, qui est très encadré. Et il y a un certain nombre de choses que je n'ai pas vues dans ce débat d'orientation budgétaire et qui doivent y figurer. Peut-être, oui. Et donc ça, c'est véritablement problématique. Alors je rappelle deux choses, c'est que, et vous le savez d'ailleurs, notre commune fait l'objet d'un surclassement qu'on a voté en début de mandat. Donc on est considéré dans la catégorie 20 000 à 30 000 habitants. Et donc quand on fait un débat d'orientation budgétaire, on doit répondre aux obligations de cette catégorie. Donc aujourd'hui, par exemple, je ne vois pas décrit dans le débat d'orientation budgétaire le rapport sur la situation en matière d'égalité femmes-hommes, intéressant le fonctionnement de la commune, des politiques menées sur les orientations et programmes visant à améliorer la situation. Ça, c'est une obligation, ça doit figurer dans les RH, je ne l'ai pas vu. Vous avez quand même le tableau avec les effectifs hommes-femmes. Alors, j'ai le tableau avec les effectifs hommes-femmes, mais ça doit aller plus loin. On doit avoir un vrai rapport sur la situation, en sachant combien de services sont dirigés par des hommes, combien de services sont dirigés par des femmes, comment est-ce qu'on améliore la situation, quels sont les écarts de salaire entre les uns et les autres sur des mêmes postes. Ça sont des vraies orientations. Hein. Et je pense que ça fait partie des priorités des choses. Je peux vous répondre tout de suite, et puis on avance comme ça va? Oui, ça va. Oui. Alors, on a un certain nombre de sujets RH en cours. Ce dont vous parlez, mais vous avez raison qu'il faut le mettre. Aujourd'hui, on n'a pas la capacité en interne à travailler sur ce sujet-là. Je le dis comme c'est. Il y a les 1607 heures là qu'il faut. On a une dérogation jusqu'à la fin mars. Donc au prochain conseil, on vous présentera les nouveaux horaires de travail. On a la GPEG à démarrer, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, on a la GPEG à démarrer, on a un petit peu la réorganisation des services, et quand on pourra vous présenter ce que vous dites et qui est obligatoire, je serai le premier avis. C'est qu'on aura déjà fait, que le service RH et la direction générale aura déjà fait de gros efforts, et on aura balayé quelque chose qui nous manque depuis longtemps. Tout à l'heure, la semaine dernière ou il y a 15 jours, sur un sujet dont il faudra débattre à un moment, j'ai dit mais pourquoi c'est pas fait, pourquoi c'est si pressé?
Mais on me dit, monsieur le maire, ça aurait dû être voté en 2013. Voilà. On a un tel retard. On a un tel retard que voilà. Vous voyez. Donc les chantiers sont énormes. Moi, monsieur Steiner, je suis d'accord. Hein, mais par contre, là, on est quand même dans une situation où, bon, là, vous me parlez de quelque chose de 2013, je ne sais pas ce dont il s'agit. Mais on est quand même dans une situation où maintenant, voilà, vous entamez votre deuxième année. Oui. Donc il y a des choses qui doivent avancer. Et ça ne peut plus être systématiquement la faute au passé. Il faut que vous présentiez vos orientations, vos décisions, vos priorités futures, et y compris dans la gestion de votre organisation. Vous parlez vous parlez des 1607 heures. Les 1607 heures, le décret est passé après l'élection municipale. Donc c'était à vous de le mettre en place. Et ça devait être mis en place au 1er janvier. Donc on est en retard. Idem, oui, on est en retard, je suis d'accord avec vous. Idem sur les lignes directrices de gestion. Oui. Hein, c'est des choses qui doivent être mises en place. On est en retard. C'est un chantier qui est en cours. Oui. Je poursuis sur la présentation, donc aussi un point obligatoire. Je pense que M. Vecchio voulait compléter ce point-là peut-être. Et puis on avance comme ça, si vous voulez. Ça fait beaucoup de coupures. Je ne suis pas sûr. Est-ce que vous pouvez me laisser condenser un peu l'intervention et puis après 30 secondes. Simplement sur l'égalité femmes-hommes, on va être signateur le 8 mars de la charte de l'égalité européenne et qu'il y a tout un pendant sur la RH et sur la partie égalité femmes-hommes. C'est effectivement autant de projets qui avancent certes doucement, mais réfléchis avec les RH, les adjoints, les conseillers municipaux concernés. Et c'est vrai qu'effectivement, mettre en place tous ces dispositifs-là, ça prend du temps, ça nécessite un peu de réflexion. Voilà. Alors, Tony, je me permets juste de te dire deux choses par rapport à ça. Je ne parlais pas de la politique femmes-hommes, de la collectivité vis-à-vis de l'extérieur. Tu me parles d'un pendant RH, je suis d'accord. Voilà. Là, on est sur un exercice qui est le débat d'orientation budgétaire, qui est clairement codifié par la loi, dans lequel l'État nous dit « Vous êtes une commune de tant à tant d'habitants, vous devez mettre tels et tels éléments dedans ». Aujourd'hui, ça n'y paraît pas. Et ça fait quand même... Alors, qu'on me dise pendant les 6 premiers mois, on est en restructuration, les RH, attendez, ça va arriver, je le comprends. Dans la première année, je veux bien l'accepter. Quand on est déjà dans sa deuxième année, ça devient plus compliqué à accepter et là, ce retard, il est dommageable. Je poursuis... je termine juste là. Vous êtes loin de la réalité de ce qui se passe dans les services. Mais allez, faut y aller. Je poursuis sur ce qui devait y paraître, hein, toujours sur les RH. Hein. Vous devez nous présenter une présentation de la structure, l'évolution des dépenses et des effectifs. Hein, là, je parle du personnel. Une évolution prévisionnelle. J'ai vu beaucoup de choses sur la situation passée. Hein. Vous êtes beaucoup concentré dans ce débat d'orientation budgétaire sur des situations passées. Et vous avez passé, j'ai regardé un peu le timing, à peu près les 3/4 du temps à nous parler du passé et 1/4 du temps à nous parler vaguement du futur. Parce que j'ai vu beaucoup de mots, mais peu de chiffres, même à la louche, ou peu de concret. Et je le regrette. Idem sur les avantages en nature, le temps de travail que vous devez, la durée effective du travail que vous devez nous présenter dans le débat d'orientation budgétaire, ça n'y figure pas. Et quand je vous dis ça, vous envoyez votre débat d'orientation budgétaire au contrôle de légalité en préfecture. Le jour où vous avez un sous-préfet qui est un peu chiant, ça saute. Bref, donc c'est un débat d'orientation budgétaire un peu biaisé de ce point de vue-là, puisque je considère qu'on n'a pas tous les éléments qui nous permettraient d'intervenir. Donc ça, c'était les points de forme, et je vais vite aller sur le fond. Alors, vous nous avez beaucoup parlé du personnel, de la collectivité. Et je peux comprendre, c'est important, et encore une fois, nos agents sont le rouage de la politique mise en place par la collectivité. Oui, alors vous avez réduit les dépenses de personnel, mais dans le budget que vous nous avez présenté primitif pour cette année, vous avez considérablement augmenté les prestations de services. Alors pourquoi ? Parce que désormais la collectivité, ce qui n'était pas le cas avant, est assujettie à la prime de précarité. Et donc, on nous a présenté dans le budget primitif, non, oui, effectivement, on a les dépenses de personnel qui baissent, oui, mais on a les prestations de services qui montent. Oui, parce que vous passez par des extérieurs de façon à assurer certaines dépenses. Je reviens sur notre débat du précédent conseil municipal. Hein, quand vous donnez sur 4 ans, grosso modo, 4 millions d'euros à Suez,
bah, vous passez par un prestataire extérieur qui emploie des gens à votre place. Hein, c'est 4 millions qui sortent de la poche des Naboriens. En dehors de ça, je poursuis. Vous parlez de gestion saine. Alors moi, je suis toujours interloqué quand on me parle de gestion saine. Je suis interloqué quand on me parle de gestion saine parce que ça fait 2 ans de suite que vous contractez 2 emprunts. Hein, donc j'espérais bien que la 3e année, vous n'alliez pas vous y coller aussi. Le contraire eût été étonnant. Et la deuxième chose, vous n'avez pas dit un mot. Hein, puisque, ah oui, on a considérablement amélioré la situation. Oui, oui, vous avez fait peser 2 millions d'euros de taxes supplémentaires sur les habitants de votre ville. C'est marqué noir sur blanc, ça, dans le DOB. Je ne vous ai pas entendu le lire. Oui. Oui. Donc ça, c'est aussi... Si, je l'ai dit, à contre-cœur, on a augmenté les... Alors ça, c'est aussi un point, si vous me permettez de continuer. Quand vous dites, voilà, on fait 2 millions d'euros d'économies sur les dépenses réelles de fonctionnement. Ben, moi, j'en viens à ce que je vous avais dit à l'époque du vote du budget, à savoir que le montant des dépenses de fonctionnement en diminution aurait très bien pu permettre de diminuer, voire d'annihiler l'augmentation des taxes que vous faites aujourd'hui peser de façon pérenne sur la tête des Naboriens et des Naboriennes. D'ailleurs, dans le débat d'orientation budgétaire, il vous revient de nous indiquer une orientation par rapport au taux de fiscalité. Vont-ils être à la hausse? Vont-ils être à la baisse? Vont-ils être stables? Je ne l'ai pas évoqué, mais il me semble qu'il est dedans. Il n'y a pas de modification de... J'ai vu fiscalité, mais voilà, je n'ai pas vu d'indication des taux. Mais donc voilà, cette hausse-là, elle prouve sa pérennité. Donc vous dépensez moins, ok, mais vous faites quand même peser une hausse de fiscalité sur les Naboriennes et les Naboriens. Idem, vous continuez à prélever les dividendes d'Energis. Alors, vous continuez à prélever les dividendes d'Energis. Ah, ouais. Vous dites, bah, il y a un moratoire, etc., etc. Moi, je ne suis pas là pour me projeter dans le passé. Moi, je suis là pour avancer vers l'avenir. Je suis élu depuis juillet 2020 et je suis là pour regarder à l'avant. Aujourd'hui, vous ponctionnez plus d'1 million d'euros chaque année sur Energis. Non. Bah, c'est ce que vous avez fait jusqu'à présent. Ah, mais tout change. Ah, tout change. Parce qu'on fait des économies. Bon, je vais vous répondre, allez-y. Je ne doute pas que vous me répondrez. Ça, j'avais bien compris. Vous ponctionnez sur Energis, et d'un autre côté, ben, voilà, aujourd'hui, Energis, plus vous leur ponctionnez, plus vous continuez à ponctionner, plus les prix des abonnements restent élevés. Aujourd'hui, vous parlez d'attractivité, vous parlez de cœur de ville, mais vous pouvez faire ce que vous voulez en termes d'attractivité de cœur de ville. Les gens regardent leur taux de fiscalité, ils regardent Energis. Aujourd'hui, ce coût prohibitif des abonnements fait fuir les habitants. Et c'est aussi une cause de leur départ. Hein. Alors, je vais vous répondre pour Energis. Alors, d'abord, je pense que vous n'êtes pas bien renseigné. Vous savez que le coût des abonnements, c'est régi par l'État, et c'est pareil pour tout le monde dans toute la France, que ce soit le fournisseur historique ou que ce soit un fournisseur alternatif. C'est en fonction de la puissance du compteur. Là, il n'y a pas à discuter, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas de levier sur ce côté-là. Je vous rappelle quand même que la ville fait un effort sur les taxes. Hein, vous parlez de taxes. Quand on parle de la taxe d'électricité, nous avons voté en 2021 la diminution, comme promis. On voulait la supprimer, comme promis. On a voté la diminution de la taxe communale d'électricité. Non. Ce qui fait... Non. Si, monsieur. Bah, je termine. On l'a voté au minimum que l'État nous l'autorise encore, en sachant que l'année prochaine, l'État prend la main et le montera au taux maximum. Prend la main, ça veut dire obligera les communes à appliquer. Donc ça, c'est l'effort qu'on a fait pour les contribuables. C'est pas Energis, c'est la ville de Saint-Avold, environ 150 000 euros de taxes prélevées en moins sur le contribuable navorien, sur la taxe communale. Maintenant, Energis, la contribution à la ville d'Energis. Les années précédentes, et jusqu'en 2020 sur 21, si je me trompe, M. Loher me corrige, 1,7 million que Energis reversait. En 2021, 1,2 million, on est à ça. En 2022, je vais vous dire combien. Ça va être à peu près, ça va être du montant de la dette qu'on a. Donc on sera à 700 000 euros. Donc vous voyez,
la commune, entre guillemets, prélève moins Énergis, on perd 1 million d'euros, on perd 1 million d'euros de recettes, et avec les 700 000 qui restent, on paye la dette, et on paye l'année en cours. Alors, calculez un peu, vous savez calculer assez vite, calculez un peu le montant que ça fait. Sans compter, alors, quel est l'effet? Et l'effet que Énergis investit, et investit dans ce que le maire leur a donné comme ligne directrice, investit dans des énergies renouvelables, décarbonées. Donc, vous avez pu voir que deux chaudières sont en cours d'installation. Voilà l'effet. Vous permettez que je poursuive, voilà, je vous ai répondu. Mais alors, par rapport à Énergis, c'est amusant que vous dites, donc effectivement, il y a une baisse. Ce que vous oubliez de dire aussi, c'est que le périmètre d'action d'Énergis a baissé, et que les recettes d'Énergis sont baissées. Parce que Énergis s'est vu amputé de la partie eau, qui est revenue aujourd'hui au niveau de l'agglomération, la compétence eau et assainissement, qui générait aussi des recettes pour Énergis, oui. Sur l'année suivante. Oui. Cette compétence-là, elle disparaît. Oui. Donc forcément, si vous avez un tiers de l'activité d'Énergis qui disparaît, vous ne pouvez pas taper la même chose dans la caisse. C'est sûr et certain, M. Steiner. Et d'ailleurs, en poursuivant, sur Énergis, vous parlez tout à l'heure d'installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics, 7 sites. Vous parlez de chaudières, etc. Alors sur l'installation des bâtiments photovoltaïques, des panneaux photovoltaïques, c'est bien, mais je vais vous dire, vous n'avez pas le choix, parce que c'est une obligation fixée par l'État dans le cadre des décrets de la loi 3DS, du décret tertiaire et de la loi Elan. Vous n'avez pas le choix, vous devez le faire. Les panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics, vous n'avez aucun mérite, vous ne faites qu'appliquer ce que l'État vous demande de faire. J'ai aucun mérite, allez. Ne le prenez pas mal, c'est comme ça. C'est une obligation, vous la remplissez. Point à la ligne. Donc il faut aussi être un peu pertinent là-dessus. Ouais, ensuite, vous dites... Monsieur Lauer, voulez-vous répondre aussi? Bien. On est dans un débat, donc... Oui, en fait, M. Atmanin, vous dites que la dotation de Énergis à la ville est réduite parce qu'en fait, ils ont cédé l'eau et l'assainissement à la CASA. C'est bien ça? Non, ce que je dis exactement, c'est que vous ne prenez pas la même chose parce que l'ampleur de l'action d'Énergis n'est plus la même. La régie d'Énergis de demain n'est pas la régie Énergis d'il y a 2, 3 ou 4 ans. Donc on va raisonner coût, on va raisonner économie. La régie, effectivement, a dû céder par la loi NOTRe l'eau et l'assainissement, donc à l'agglomération. Par contre, elle a préservé pour 980 000 € de frais de personnel et de frais de fonctionnement. Qu'elle continue à payer et qu'elle continue à prendre en charge et se déployer justement sur ces nouveaux marchés. Donc l'un dans l'autre, le raisonnement économique est totalement sain. Il n'a pas compris, je crois. Non, mais je comprends ce que vous voulez dire, mais à un moment donné, on en revient à la même chose. L'ampleur d'Énergis diminue, mais elle garde son personnel, donc son ratio de charge est plus important, et vous ne pouvez pas prendre la même chose dans la caisse. Mais je ne vais pas épiloguer sur la question. Je poursuis. Comme vous avez parlé d'Énergis, je vous ai répondu sur les panneaux photovoltaïques, obligation de l'État. Idem sur les bâtiments publics. Vous dites, les bâtiments publics, c'est notre priorité, on va les rénover. Mais vous n'avez pas le choix. En 2025, du fait du décret tertiaire, qui est un décret d'application de la loi Elan, vous devez rénover vos bâtiments publics. Et d'ailleurs, l'État n'a jamais été autant derrière les collectivités pour leur permettre de réaliser ces investissements. Vous parliez de la DSIL, de la DETR, etc. C'est des choses qui sont mises en place aujourd'hui pour qu'on puisse le faire. Oui. Je peux juste... depuis combien d'années nos bâtiments ont été délaissés? Voilà, et maintenant on me dit, mais monsieur le maire, vous devez le faire, c'est une obligation. Oui, c'est une obligation, mais on va le faire. Mais monsieur le maire, moi je vais vous dire une chose qui est très simple, c'est que moi je suis élu depuis juillet 2020, et je regarde vers l'avenir, et vous êtes vous êtes réélu depuis juillet 2020, et vous parlez beaucoup trop du passé. Non, je parle de l'avenir. Et je pense que vous devriez vous tourner... Je parle de l'avenir et de la charge qu'on a. Et je pense que vous devriez vous tourner un tout petit peu plus vers l'avenir et vers le futur. Vous parliez des agents, je refais un tout petit point sur les agents, sur un point qui, moi, m'a choqué en termes d'information, c'est l'absentéisme. Oui.
Quand on regarde entre 2020 et 2021, l'absentéisme a doublé en nombre de jours par an. Plus de doublé. Donc, quand on parle de ça à un moment donné, moi je me pose aussi des questions sur le bien-être des agents. Sur le bien-être des agents au sein de la collectivité et sur tout simplement ce qui est fait de ce point de vue-là pour favoriser des conditions de travail correctes et leur permettre d'évoluer dans de bonnes situations. Enfin, je pense avoir fait globalement le tour de ce que j'ai... Oui, non. Alors, perspective budgétaire. Excusez-moi, j'ai retrouvé ma note. Vous dites perspective budgétaire. Les dépenses qui seront prioritairement engagées s'inscriront prioritairement à poursuivre la modernisation des services généraux par le renouvellement rendu incontournable dû à l'obsolescence de certains réseaux, etc., etc. La flotte, la vidéosurveillance, très bien. Bon, on n'a pas de chiffres, on n'a pas d'indication. Hein. La ville de Saint-Avold a quand même un budget de 40 millions d'euros. Je pense pas que cette... ou pas loin, ou 38, enfin bon, selon les années, les investissements, mais globalement, entre 38 et 42. Mais on n'a pas d'indication sur ce que ça va représenter. La mise en œuvre des fiches actions dans la convention Cœur de Ville, aide au ravalement de façade. Je rappelle que l'aide au ravalement de façade, elle existait, elle a été amplifiée. Les subventions accordées pour l'acquisition de vélos à assistance électrique. Pareil, ça existe depuis 10 ans, ça a été amplifié. Signalétique des monuments dans le centre historique de la ville. Signalétique, vous allez acheter pour combien de millions d'euros de panneaux? Ça ne va pas être une dépense mirifique, il faut quand même être clair. Aide à l'installation de nouveaux commerces, dispositif boutique à l'essai. Quel est le coût? Encore une fois, on est sur quelque chose de subsidiaire. Les projets ouvrant droit au financement dans le cadre du plan de relance par l'État, rénovation thermique, transition énergétique, etc. etc. Un, vous avez l'obligation de les faire. Deux, vous êtes considérablement aidé pour le faire. Hein, quand on avait échangé ensemble, d'ailleurs, sur le projet de Oderfan, de la cantine, moi, je vous avais engagé à avoir un projet plus ambitieux. Je vous avais dit, mais poussez les choses, faites peut-être plus costaud et attrapez un maximum de subventions. Oui, aujourd'hui, sur ce type de projet, vous avez 80%, parce que vous avez l'État qui vient, parce que vous avez le dispositif Ambition Moselle du département, parce que la région peut peut-être mettre, les DUCNAT, bref, vous arrivez à les attraper, bien sûr. Et ensuite, les réflexions et premières réalisations sur le développement d'un écoquartier à Arnand-du-Pic. Alors oui. Moi, je veux bien, mais la réflexion... en tous les cas, je l'espère, elle ne coûte pas trop cher. Enfin bon, ce n'est pas la réflexion qui vous coûte de l'argent. Mais il faut la prévoir, c'est des études, j'en ai parlé. Je suis d'accord avec vous, c'est des études, mais encore une fois, je ne vois pas où va partir vraiment l'investissement de la ville. Moi, l'impression que j'ai dans tout cela, c'est que vous avez fait supporter une charge excessive aux habitants sur les premières années de votre mandat en termes de fiscalité et en termes de rétention des dépenses, parce que vous dites « Ah mais on a diminué les heures supplémentaires, on a diminué les astreintes, on a diminué ci, on a diminué ça. » Mais moi je suis d'accord, vous diminuez les astreintes, vous diminuez les heures supplémentaires. Mais par voie de conséquence, les agents sont moins présents, les agents travaillent moins, il y a moins d'actions, il y a moins de réalisations. C'est un fait. Et aujourd'hui, le volume d'action, il a considérablement diminué. Vous seriez surpris. Vous seriez surpris du fonctionnement qu'on a eu. Mais monsieur Steiner, moi je suis surpris d'une chose, c'est qu'à chaque conseil municipal, vous me dites « Ah, monsieur Atmania... » Et je vous le dirai encore longtemps. Et je vous le dirai encore longtemps. Et vous me le direz encore longtemps. Et vous me dites « Mais vous seriez surpris du fonctionnement de la boutique. Mais vous ne savez pas. Mais vous ne connaissez pas. » Mais monsieur Steiner, à un moment donné, expliquez-nous, dites à la population naborienne, expliquez ce qui se passe. C'est quoi? C'est une démarche de transparence. Dites-nous. Mais je l'explique sans arrêt, puis on me dit, mais vous revenez en arrière, vous faites... c'est ce que vous faites, c'est ce que vous faites. Vous êtes systématiquement dans le passé. Et quand je vois la conclusion, résolument, le budget 2022 s'attachera à poursuivre sans relâche le redressement engagé et incontournable des finances, oui, aux frais du contribuable. Plus de 4 millions d'euros d'autofinancement, vous avez levé 2 millions d'euros de taxes sur les Naboriens, la preuve que ça aurait pu être totalement évité et que vous auriez pu être, et que ça aurait pu être fait différemment. Je suis pas d'accord avec vous. Je ne sais pas comment. Et je termine sur un dernier point. Vous parlez aussi de priorité et de bâtiments. Ouais. Moi, quand j'apprends, et je vous ai alerté ici, en conseil municipal, en présence de la presse,
qui a aujourd'hui un projet d'hôtel communautaire qui va coûter des millions d'euros à l'agglo, pour déplacer l'hôtel communautaire, ou le siège de la communauté d'agglo, pour être très précis, de Saint-Avold vers une ville périphérique, alors qu'on est en ville-centre, alors qu'on est en cœur de ville, alors qu'on a la nécessité de recentrer tous nos services publics normalement sur notre cœur de ville, c'est le cœur du programme. Mais moi je suis désolé, je ne peux pas être d'accord. Je ne peux pas être d'accord. Et là, qu'est-ce que vous mélangez là avec vous savez même pas ce que la CASAS, la réflexion n'est que démarrée. Et oui, vous parlez déjà de chiffres, la réflexion a démarré depuis un bon bout de temps. C'est pour ça que depuis 2 mois. Non, c'est pour ça que je vous dis, Monsieur Steiner, non, les premières réunions ont eu lieu il y a 2 mois. Par contre, la réflexion a démarré il y a bien plus longtemps. Et si vous retrouvez nos interventions, je pense qu'il y a pas loin d'un an, ça doit être septembre. C'est passé au Conseil communautaire il y a 2 mois. Septembre 2021. Septembre 2021. J'ai dû intervenir ici pour vous parler de l'hôtel communautaire. Mais mélangez pas communauté de communes. Non, je mélange pas communauté de communes et communauté d'agglomération. Vous nous parlez du siège de l'agglo, ça n'a rien à voir ici. Là, vous êtes hors sujet. Non, je vous parle de la préservation des services publics à Saint-Avold. Voilà. Là, vous faites de la politique, monsieur Atmania. Si vous tenez vos propos là à Monsieur le Président de l'agglo. Mais rassurez-vous, je vais le faire. Et rassurez-vous sur une chose supplémentaire. C'est que, oui, j'assume de faire ce que je fais, j'assume de dire ce que je dis, et j'assume de constater que, encore une fois, pas d'ambition, pas de projet concret, si ce n'est ceux des anciens, et pas de vision d'avenir. Voilà. C'est ça la conclusion de ce débat d'orientation budgétaire, c'est que vous n'avez pas de vision d'avenir pour la ville. Voilà. Je vais laisser M. Loer et M. Brem après vous demander des chiffres un peu plus précis. Vous demandez, alors la clôture, elle doit être terminée, la clôture ou pas, ou pratiquement hein, de l'exercice 2021. Il y a peut-être encore quelques écritures à combler. Et en parallèle de ça, va entrer là dans les jours et les semaines qui viennent pour vous des arbitrages budgétaires. Et lorsqu'on saura exactement des finances que l'on dispose, on pourra faire nos arbitrages, et à ce moment-là avoir des chiffres précis, vraiment précis. Donc vous voyez, je suis pas demandé de chiffres précis. Même à la louche, on est. C'est juste peut-être une précision, si je peux me permettre, sur l'obligation des panneaux photovoltaïques. C'est la loi climat-énergie 2019, si je ne me trompe pas, 8 novembre 2019 exactement, qui oblige les communes à mettre au moins sur 30% des toitures sur les nouvelles constructions seulement, qui font plus de 1000 mètres carrés. Voilà. Je t'invite juste à regarder, là tu parles de la loi Elan, je t'invite à regarder la loi 3DS qui vient d'être approuvée. Je t'invite à regarder. Pardon. Oui, alors tu parles d'un texte, je te rappelle que j'en ai cité 3, hein, la loi Elan, la loi 3DS, le décret tertiaire, hein, et je t'invite à étudier toutes les dispositions, et pas vite fait sur un coup de Google. Non, seulement je me demande comment il est possible de mettre des panneaux photovoltaïques sur des bâtiments existants et qui sont construits depuis des dizaines d'années. Techniquement, on ne peut pas obliger les communes. Ça m'étonnerait, mais ça m'intéresse si tu as le texte exact. Revenez sur terre, la réalité. Oui, mais j'y suis, les 2 pieds dedans. Ouais. Bon, monsieur Loer, vous voulez... Non, c'est bon? Alors, monsieur Brem. Oui, monsieur Atmania, vous avez parlé de l'hôtel communautaire. Mais je voudrais quand même vous rafraîchir un peu la mémoire. Il était prévu à l'époque, au quartier Ardent du Pic, de garder le mess des officiers pour en faire l'école, pour en faire à l'époque de siège de la communauté de communes, à l'époque. Mais ensuite, quand Pôle emploi a déménagé, M. Wojciechowski s'est précipité pour louer à ses amis ce bâtiment. Hein, alors qu'aujourd'hui, on aurait un beau bâtiment et ça serait à Saint-Avold. Alors, remerciez M. Wojciechowski d'avoir organisé la fuite
Alors moi j'étais juste. Vous voyez, pas là. vous voyez les conséquences du passé? Vous les voyez? Oui, vous pouvez m'en parler, Monsieur Steiner. Ouais, non, mais juste voilà. Avec plaisir. Ça m'intéresse. Il n'était pas né, en fait. Alors c'est vrai que là, il n'est peut-être pas né sur l'hôtel communautaire à Ardent-du-Pic. Alors, rafraîchir la mémoire à 25 ans près, pardon. Voilà. D'autres remarques? Quelqu'un veut compléter quelque chose? Mais c'est bon. C'est bon? Bien, donc il faut le faire voter. Hein, c'est un débat, mais il y a un vote. Hein. On me dit qu'il y a un vote. On m'a rajouté ça en me disant il y a obligatoirement un vote. Donc non, c'est pas marqué, c'est pour ça que je vous le dis. Je me suis marqué. On m'a dit il manque une phrase. C'est obligatoire. Hein. J'étais un petit peu surpris, mais effectivement, légalement, il faut le voter. Donc je le mets aux voix. Qui est contre? Abstention? Une abstention de... Et le reste, bien sûr, sont pour. Merci bien. Bonne soirée. On se retrouve dans un mois, en espérant peut-être qu'il n'y a plus de distanciation sociale et que ça puisse se faire en mairie.